la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'était d'assurer une bonne qualité de l'air dans les logements. On n'a pas prévu forcément de faire un panorama large là-dessus. Et il y avait également le fait de favoriser les produits issus du réemploi. Le calendrier donc prévisionnel au niveau des textes, donc comme vous le savez, il y a le décret exigences et méthodes qui est sorti le 29 juillet dernier, ainsi que l'arrêté méthode qui a suivi le 4 août. Donc ces textes-là concernent les maisons individuelles et les logements collectifs, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Et les exigences et méthodes donc concernant les bureaux et l'enseignement primaire et secondaire, donc les textes sont attendus prochainement, également pour une application au 1er juillet 2022. Concernant les données environnementales et les régimes d'attestation, donc les décrets et les arrêtés sont prévus dans les mois qui viennent. C'était annoncé pour le second semestre 2021, avec une entrée en vigueur également pour le 1er janvier 2022. Et donc, concernant les exigences avec les différents arrêtés modificatifs sur les extensions notamment et les constructions de petites surfaces, et à suivre les autres typologies tertiaires. Donc, c'est des publications qui auront lieu courant été 2022 pour une entrée en vigueur début 2023. Donc, concernant les rappels des grands principes de la RT 2012, on sera dans les pas en fait de la RT. J'ai dit RT 2012, RE 2020. On sera dans les pas de la RT 2012 de par l'utilisation de la plupart des algorithmes. Donc, sur les 5 usages réglementaires qui sont le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires. À ça viendra s'ajouter donc les nouveautés au niveau des surfaces de référence. On ne parlera plus de SRT, mais de surface habitable pour le résidentiel et de surface utile pour le tertiaire. Concernant donc les consommations d'électricité liées en fait au déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, il y aura en fait donc des consommations dédiées aux ascenseurs et aux escalators, d'une part, et pour les parkings, donc tout ce qui est système d'éclairage et de ventilation, s'il y en a. Il y aura aussi une comptabilisation des consommations d'énergie concernant l'éclairage des parties communes des logements collectifs. Les scénarios météorologiques ont donc également été revus avec des nouvelles années de référence et également une modification de 2 stations météorologiques qui se trouvaient précédemment à La Rochelle et à Nice et qui seront désormais localisées à Tours respectivement et à Marignane. Donc, pour le confort d'été qui sera revu, comme je vous le disais, au prochain webinaire, il y aura l'insertion d'une séquence caniculaire au scénario météo conventionnel. Concernant le coefficient de conversion de l'énergie primaire en énergie finale, donc on passera d'un coefficient 2,58 à un coefficient 2,3. Et la prise également en compte des besoins de refroidissement dans le BBO. On verra un petit peu plus tard les modalités de l'intégration de ces besoins dans le calcul du BBO max. Donc, les nouveaux scénarios d'occupation également seront évoqués en fonction des différents usages du bâtiment. Il y aura les scénarios qui seront revus en termes de temps d'occupation et de température de chauffage. Donc les divers ajustements aussi, hein, notamment au niveau de l'articulation du calcul du BBiomax, donc, sur l'intégration des besoins de refroidissement, qui
qui générera en fait des ajustements entre le confort d'hiver et le confort d'été. Les grands indicateurs maintenant qu'on retrouvera systématiquement dans la RE 2020 sont le BBio, le CEP non renouvelable, le CEP total en énergie primaire et l'impact du changement climatique lié aux consommations d'énergie. Donc, qui sera en fait l'impact carbone de l'énergie utilisée pour le chauffage du bâtiment. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 4 indicateurs qui impactent le volet énergie de la RE 2020. Les 2 indicateurs suivants seront traités d'une part le 23 septembre pour le confort d'été et à suivre sur le volet carbone, donc l'indicateur carbone construction. Les grands objectifs, c'est de réduire en fait le BBio de 30% par rapport à la RT 2012 pour les logements, dans un premier temps, et ce sera donc de privilégier les énergies les moins carbonées et sortir donc des énergies fossiles. Sur ce volet-là, au niveau de l'impact carbone des énergies, nous serons à titre d'exemple à 4 kg en fait équivalent CO2 par mètre carré et par an. Donc ça c'est l'objectif dès 2022 pour les maisons individuelles et dès 2025 nous serons de l'ordre de 6,5 kg d'équivalent CO2 par mètre carré et par an. On voit ici qu'il y aura donc différents paliers en termes d'objectifs de ces réductions. D'une part, d'emblée pour les maisons individuelles et par palier pour les logements collectifs et ensuite pour les autres bâtiments tertiaires. Donc, les modulations de calcul en fait des besoins bioclimatiques conventionnels sont modulées en fait selon les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage artificiel. Et donc le grand ajout, la grande modification, c'est les besoins en refroidissement. Bien entendu, ceci permettra en fait de comprendre si il y a eu une vraie réflexion en termes de conception bioclimatique du bâtiment, donc sur le choix de son orientation, de ses protections solaires et de l'inertie que propose en fait le bâti. Et quelque part, si en fait cette conception bioclimatique n'est pas bien envisagée en amont, ça veut dire qu'il y aura probablement un recours donc à des besoins de refroidissement qui viendront s'incrémenter dans le calcul du BBio général en fait du bâtiment. Donc l'impact en fait également sur les énergies importées renouvelables ou pas, donc pour assouvir les besoins de chauffage, de refroidissement, seront comptabilisés à l'échelle du bâtiment selon plusieurs raisonnements et notamment sur le recours aux énergies renouvelables et le recours aux énergies non renouvelables. Le point fort en fait de cette comptabilisation, c'est qu'en fait l'énergie produite en photovoltaïque ne sera pas comptabilisée en fait au niveau du CEP, ni en fait au niveau du CEP total, ni au niveau du CEP non renouvelable. Je vous expliquerai plus tard au travers d'un exemple comment sera pris en compte en fait ces sources de production sur la parcelle. Donc le nouvel indicateur en fait c'est les consommations en énergie primaire d'origine non renouvelable et donc en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an.
Et donc, cet indicateur comptabilise uniquement le vecteur énergétique non renouvelable et non issu de récupération. Donc, les deux exemples en fait retenus pour le calcul de cet indicateur sont le recours à l'énergie bois, d'une part, et le recours à la part renouvelable et de récupération de la chaleur fournie par les réseaux de chaleur. Donc cet indicateur permettra en fait de calculer, de soustraire, les consommations générales non renouvelables et d'en déduire en fait les consommations liées au bois d'une part et liées à la part renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur d'autre part. Ce coefficient donc CEP-NR sera donc le CEP total du bâtiment moins ses consommations qualifiées de renouvelables. Les coefficients de conversion maintenant en énergie, d'énergie primaire en énergie finale, donc ont été, comme je vous le disais, pour les réseaux électriques national, pour le réseau électrique national, pris à 2,3. Pour le gaz et les produits pétroliers, donc le coefficient restera à 1. Pour les réseaux de chaleur, il faudra déduire en fait dans le coefficient CEP non renouvelable le pourcentage d'énergie renouvelable et de récupération embarqué dans les réseaux de chaleur. La biomasse sera pris à 0 en fait dans le calcul du CEP non renouvelable. Il sera donc bien déduit dans le calcul du CEP total du projet. Et pour les énergies renouvelables donc captées sur la parcelle, le photovoltaïque, il ne sera pas comptabilisé ni dans le CEP ni dans le CEP-NR. Donc un exemple en termes de comptabilisation qui montre ici la déduction en fait des énergies renouvelables qui sera pris en compte dans le calcul du CEP et donc dans le calcul des consommations totales. Déduction faite, la déduction ne se fera pas au niveau du CEP non renouvelable, dédié au bois et au réseau de chaleur, je le répète. Et du coup, en termes de production d'électricité sur la parcelle, la partie autoconsommée sera donc déduite des consommations totales du bâtiment et non au niveau du CEP et du CEP-NR. Le recours donc aux panneaux photovoltaïques restera encadré par l'indicateur carbone construction, donc qui sera évoqué à la suite de cette présentation sur la partie carbone. Le nouvel indicateur donc carbone qui reflète en fait la décarbonation en fait de la production énergétique nationale. Donc en fait est la multiplication des consommations d'énergie par l'impact carbone de chaque énergie produite en France. Je vous présente un tableau ensuite retenant en fait les valeurs de ces impacts carbone qui donc multiplié par l'ensemble des consommations énergétiques donnera cet indicateur carbone énergie utilisé pour couvrir les consommations du bâtiment. Ces valeurs, les voici. Donc ça, c'est des valeurs qui ont été retenues par énergie. Donc ça concerne en fait tout type d'énergie par poste en fait consommateur. Donc si on prend un exemple pour l'éclairage des habitations, par exemple, on voit qu'on est à 0,69 kg équivalent CO2 par
kWh d'énergie finale de- au niveau au niveau des consommations. On s'aperçoit donc ici que les énergies renouvelables, les énergies bois vont être largement favorisées dans cet indicateur carbone-énergie, pour lequel on va le voir ensuite. Il sera comparé à un indicateur carbone max, donc attribué par la réglementation. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour vous représenter les modulations de calcul en fait, de ces différents indicateurs, donc, qui s'appuient à chaque fois sur une valeur pivot, donc en BBio max moyen, en CEP max moyen, CEP ENR max moyen et IC énergie max moyen, où vous voyez les modulations de ces indicateurs pour le projet, qui sont modulés donc en fonction du coefficient de modulation de la géographie du site, du département, avec ses températures hivernales de base. Et en fait, cet indicateur, ce coefficient de modulation, donc MCGO, va être combiné en fait avec l'altitude du projet, et qui va permettre en fait de prendre aussi en considération le lieu de construction donc des projets inférieurs à 400 mètres, ou compris entre 400 et 800 mètres, et supérieurs à 800 mètres. Donc, ce coefficient de modulation GO en RE2020 va être un peu différent de celui de la RT 2012, vu qu'il va combiner le lieu géographique, le département et l'altitude. Ensuite, la nouveauté aussi par rapport à la RT 2012, c'est le traitement en fait des combles aménagés, où en fait on va pouvoir indiquer si il y a présence ou pas de combles aménagés chauffés, et indiquer en fait les surfaces donc dont les hauteurs sous plafond sont inférieures à 1,80 m et qui ne seront pas incluses dans la surface habitable, dans l'achable, comme à contrario en fait de la SRT qui intégrait qui permettait de déduire en fait ces hauteurs sous plafond, enfin ces surfaces dont les hauteurs sous plafond étaient inférieures à 1,80 m. Nous aurons ensuite une modulation par un coefficient qui, au niveau des surfaces, donc MC surf moyen, donc qui permettra en fait de moduler le calcul en fonction des projets de petites et de grandes surfaces. Si vous vous souvenez, en RT 2012, il y avait de grandes difficultés à faire passer les projets de faible surface, et donc cet indicateur de surface moyenne permettra en fait de moduler le calcul de l'ensemble des indicateurs. Une grande nouveauté aussi, c'est au niveau du traitement au bruit en fait des projets, toujours avec cette notion de classement BR1, BR2 et BR3, qui permettra en fait, en fonction du classement pour les projets les plus contraints, donc les BR2 et BR3, qui ne permettent pas d'avoir recours à la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres, permettra en fait de moduler les indicateurs max par la prise en compte de besoins de froid dans le BBio notamment, par non-ouverture en fait de ces baies vitrées. En termes d'aspects plus chiffrés maintenant, donc l'exemple a été pris sur une maison individuelle de 100 mètres carrés, à une altitude inférieure à 400 mètres et sans plancher, avec une hauteur sous plancher inférieure à 1,80 m, et un classement oui BR1. Pour voir un petit peu le nombre de points attribués par la réglementation, donc le BBiomax moyen, en fonction des régions,
avec, comme vous le voyez, la station météo de référence qui sera à Tours, par exemple, pour la région Pays de Loire et la région Centre. Donc toujours cette classification au niveau des zones climatiques, elles qui n'ont pas changé, avec du coup des températures de base en référence. Donc l'exercice est le même en fait pour les calculs du CEP max et du CEP NR max, avec en maison individuelle, comme vous le voyez, des valeurs moyennes prises à 75 et à 55 pour le non renouvelable, et donc une modulation, donc ça ce sont des valeurs moyennes, modulées bien entendu en fonction de la zone géographique et des différents indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Concernant l'indicateur donc au niveau de l'énergie, voici un petit peu les valeurs max qui seront tolérées par la réglementation. Donc dès 2022 pour les maisons individuelles et avec une modulation pour les logements collectifs qui seront raccordés donc à des réseaux de chaleur urbains. Donc avec une tolérance 2022-2024 à 560 et du coup avec un étagement de ces valeurs à partir de 2025 jusqu'en 2027 à 320 et à partir de 2028 porté à 260. Donc ceci va permettre en fait aux différents intervenants du bâtiment de s'accaparer donc cette future réglementation par palier et de pouvoir intégrer en fait des solutions techniques d'accès à l'énergie au fil de l'eau, accès à ces énergies-là le plus adapté en fonction de ce calendrier évolutif. Donc cet indicateur carbone sur l'énergie va avoir des valeurs max tolérées par la réglementation, que ce soit dans un premier temps en maison individuelle ou dans un second temps selon le calendrier en logement collectif. Et donc on se rend compte que dès 2022, on aura encore certaines largesses pour les bâtiments collectifs, mais finalement des objectifs à atteindre dès la rentrée en vigueur pour les maisons individuelles. Les exigences de moyens maintenant dédiées à cette réglementation, on reste toujours en fait sur donc des niveaux de perméabilité, enfin des niveaux d'étanchéité à l'air de l'enveloppe exigibles, qui seront exigés en fait en maison individuelle et en bâtiment collectif. La grande nouveauté en fait, c'est l'introduction donc des systèmes de vérification des systèmes de ventilation. Donc ça, c'est encore des choses qui sont en discussion, notamment sur les mesures de débit à réception des bâtiments et également sur les tests d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques. Donc pour le moment, en RT 2012, nous sommes encore sur des valeurs par défaut qui peuvent être retenues dans le calcul. À partir du moment où des mesures seront faites, elles seront, on va dire, intégrables en fait dans le calcul réglementaire et rentreront dans le cadre des exigences de moyens. Il y aura également l'accès à l'éclairage naturel en habitation qui pourra être justifié via en fait une mesure d'éclairage en luxe, donc par logiciel en fait de simulation d'éclairement. Au niveau du traitement des ponts thermiques,
il y aurait également une alternative qui sera proposée par une mesure des températures de surface des parois, qui permettra en fait, en fonction de, en fait, par extension, les mesures par température permettront en fait de quantifier les déperditions, enfin les flux de température générés par les ponts thermiques, et permettra de sortir en fait des valeurs tabulées proposées par les THBAT de la future réglementation. Frédéric, il te reste 3 minutes. Eh bien, je suis à la fin pour justement vous parler des outils d'accompagnement donc qui vous sont d'une part proposés par le site du ministère, qui était en travaux encore cet été, mais qui commence à démonter ses échafaudages pour proposer certaines fonctionnalités. Donc vous pouvez vous y rendre. Donc il s'appelle RT-RE bâtiment. Donc bien sûr les textes du 29 juillet et du 4 août ont été mis en ligne. Et pour accompagner un petit peu ces nouveaux textes, donc le CEREMA vous propose un certain nombre d'ouvrages synthétiques sur les enjeux de la performance environnementale des bâtiments. Il y a aussi un ouvrage de décryptage sur les aspects purement techniques de la RE 2020. Également un guide ministériel d'accompagnement de la RE 2020, donc qui sont facilement téléchargeables sur notre site. Également plusieurs formations qui ont été mises en place. Donc d'une part pour former les services déconcentrés pour qu'ils s'approprient en fait cette réglementation, mais d'autre part un système de formation à la carte qui va de formats de sensibilisation à des formats de perfectionnement. C'est des formats de sensibilisation d'une demi-journée et ça peut aller jusqu'à des formations de 2 jours sur du perfectionnement et des formations à la carte sur des projets précis. Également un MOOC développé par l'ADEME et le CSTB dédié à la maîtrise d'ouvrage, qui s'appelle MOOC bâtiment durable. Et pour finir, des formations multimodales aussi en e-learning, donc proposées par l'ADEME. Donc ça, c'est des choses qui sont en préparation et qui vous seront très prochainement proposées par l'ADEME. J'en ai fini. Merci beaucoup Frédéric, tu es dans le timing parfait. Je commence tout de suite à te poser quelques questions. Une première question sur l'objectif des moins 30%, où on a un participant qui nous dit si on a moins 30%, si on ajoute aussi la partie refroidissement, est-ce que du coup ça signifie que c'est plus que les moins 30% par rapport à RT 2012 ? Quelque part, oui. Parce que comme il y a une sorte d'équilibrage en fait qui est faite, un équilibrage dans la modulation du calcul du futur BBio, donc qui intègre les besoins de refroidissement. Effectivement, ces moins 30% intégreront donc ces besoins de refroidissement et donc seront encore un effort supplémentaire par rapport au BBio RT 2012 qui, lui, n'intégrait pas ces besoins de refroidissement. Ok. Deuxième question, les notes ou règles d'application comme celle de la prise en compte du chauffage mixte bois plus élec vont-elles demeurer ? Alors le mix, en fait, l'électricité en fait sera intégrée comme appoint, par exemple, en relais de production d'énergie d'origine renouvelable, mais bien entendu, l'intégration en fait
de ces énergies de ces énergies électriques seront pénalisées dans le calcul. C'est pour ça qu'elles ne pourront intervenir dans le calcul du CEP qu'en appoint. Parce que si c'est une énergie qui est utilisée de manière majoritaire pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, ce sera quelque chose qui sera très pénalisant dans le calcul. Je pense notamment aux pompes à chaleur, etc. Est-ce que le CEP comptabilise bien la production d'eau chaude solaire, type saisie ou système de solaire combiné? Alors, je dirais a priori non, parce que les énergies donc d'origine solaire ou photovoltaïque ne sont pas intégrées dans le calcul du CEP et dans le calcul du CEP non renouvelable. Par contre, ces énergies-là seront valorisées dans les consommations totales. Donc consommations totales qui sont indépendantes en fait du CEP et du CEP non renouvelable. Ok, alors je tiens juste aussi à dire qu'avec toi, Frédéric, il y a un autre collègue du CEREMA, Didier Maud, qui, s'il veut aussi intervenir pour compléter aux réponses des questions, il est le bienvenu. Bonjour Didier et bonjour Louis Bourru. Ils sont à 3 du CEREMA ce matin. Louis Bourru et Didier Maud du CEREMA que vous voyez maintenant à l'écran. On a une remarque ou un point d'attention apporté par un participant. La vérification du système de ventilation ne veut pas forcément dire mesure de la performance du réseau de ventilation pour un test de perméabilité. En tout cas, si je suis bien au courant, il ne sera pas exigé au contrôle, mais plutôt un contrôle visuel sur le référentiel promovant et mesure de débit aux bouches. Est-ce que ça vous fait réagir ? Oui, en fait, il y a 2 articles, je crois, de mémoire, les articles 17 et 20 qui précisent en fait ces notions. Effectivement, les mesures de débit de ventilation seront, enfin c'est en discussion encore actuellement, mais seront décloisonnées en fait du niveau d'étanchéité à l'air des réseaux. Enfin voilà, ces 2 choses-là sont très clairement décloisonnées. Il n'y a pas de corrélation en fait avec le fait de faire des mesures de débit et le fait de qualifier des réseaux aéroliques en termes d'étanchéité. Oui, pour compléter, effectivement, la mesure d'étanchéité à l'air des réseaux, elle sera à faire quand vous prendrez une valeur meilleure que celle qui est proposée par défaut dans la réglementation, comme ce qu'on avait précédemment dans l'RT 2012, il me semble. Ouais. Mais il n'y aura pas d'obligation. Et ça sera vraiment sur la vérification de la ventilation que ça sera obligatoire pour les logements. Ok. On a un participant là qui nous fait 3 questions en une. Qu'entendez-vous par systématiser la chaleur renouvelable en diapositive 2 ? La chaleur renouvelable n'est pas obligatoire, mais fortement incitée. Ça, c'est la première. Tu veux qu'on réponde, Frédéric ? Comme tu veux. Oui, si. Ouais, c'est un peu un mystère, cette phrase. Bon, c'est des objectifs politiques, mais bon, clairement, on n'a pas encore la définition claire de ce qu'il y a derrière chaleur renouvelable, mais on suppose que c'est la biomasse et puis la part renouvelable de récupération des réseaux de chaleur. Et puis, en partie, les pompes à chaleur quand c'est possible également, éventuellement en géothermie. Voilà. Mais après, ça se traduit en termes d'objectifs à travers le CEP NR, en fait. Et puis un compteur aussi IC Énergie qui élimine les systèmes de production de chaleur uniquement non renouvelables. Alors, une autre question, que vont définir les décrets et arrêtés des données environnementales évoquées en diapositive 3, et notamment leur calendrier? Voilà, c'est pour préciser le type de données environnementales qui pourra être utilisé dans l'ère 2020, se mettre en raccord avec les règles européennes de déclaration des produits. Et en fait, ça va pas changer grand-chose par rapport à ce qu'on avait dans E+, C-. C'est vraiment pour avoir des textes officiels et clairs et à jour. Et alors, un calendrier, c'est d'ici la fin de l'année, c'est ce que je peux vous indiquer. À l'automne, je pense. La formule du BBio RT 2012 intègre déjà le besoin en refroidissement.
Alors, Et donc, qu'entendez-vous par ajout 2020, prise en compte systématique des besoins de froid? c'était utilisé uniquement pour les bâtiments climatisés, calculé uniquement pour les bâtiments climatisés en RT 2012. Alors que maintenant, en RE 2020, qu'on soit climatisé ou pas, il y aura un besoin de refroidissement calculé pour qualifier la conception bioclimatique du bâtiment. Qu'en est-il de la rénovation thermique du bâti existant? Y a-t-il une évolution de la RT existant par élément? Ah, c'est une question complémentaire. C'est une question complémentaire, oui, mais pour l'instant, dans les pouvoirs publics, ils prévoient de travailler dessus et nous aussi, on essaie de les accompagner là-dessus, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Il y a une évolution relativement récente de la RT élément par élément avec l'introduction de la directive éco-design qui améliore ou impose des performances pour les systèmes, on va dire, plus actuels. Mais pour l'instant, non, pas de nouvelles réglementations en vue des réflexions en cours. merci. Pour le chauffage mixte, que la maison soit petite ou grande, nous devions toujours prendre en compte un complément. C'est la suite de la question sur le chauffage bois, il me semble. J'imagine, oui. Donc après, pour l'instant, on a en fait les fiches d'application qui existaient déjà pour la RT 2012, donc qui venaient en complément pour expliquer comment décliner la réglementation. Elles sont en cours de réactualisation pour celles qui peuvent être réutilisées en RE 2020. Donc il faudra surveiller le site RT-RE bâtiment pour voir ces nouvelles fiches prochainement. On n'a pas encore la réponse. Ouais. Alors, dans la suite, parce que c'est la même personne qui pose la question, pour les ponts thermiques, je ne comprends pas comment, par une mesure de température, on va pouvoir justifier d'une valeur, ou alors le participant dit que c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris la méthode alternative. Oui, il ne s'agit pas d'une mesure, en fait, il s'agit d'un calcul théorique fait sur un logiciel qui est encore à déterminer, qui simule les températures aux différents points des angles et des ponts thermiques pour voir les températures de surface de paroi associées à ces points thermiques. Voilà. Ça, c'est une nouvelle mesure qui est introduite aussi par la loi Confiance, qui vise à limiter le nombre, on va dire, d'exigences formelles. Et donc à ouvrir aussi la voie à l'innovation. C'est l'objectif de cet article. Alors, sauf si je me suis trompée, je pense qu'on a répondu à tout. S'il y avait une dernière chose, un commentaire cette fois, je n'ai pas compris l'explication de l'intervenant car en CHAB comme en SRT, les surfaces à moins de 1,80 m de HSP sont déduites. Frédéric, est-ce que ça te... Elles sont déduites, oui. Elles sont déduites, mais seulement entre la CHAB et la SRT, il y a un raisonnement au nu extérieur des murs et pour la SRT et au nu intérieur pour la CHAB. Mais en fait, dans le calcul en fait des valeurs max, en fait, donc il y a un bébo moyen qui est pris et qui sera modulé donc par un indicateur comble dédié au comble. Donc il faudra voir comment cet indicateur viendra modifier les résultats en fonction d'une déclaration de comble perdu ou pas, et peut-être mener un calcul en RT 2012 et un calcul en RE 2020, intégrant des combles d'une part et n'intégrant pas de combles d'autre part, et voir les différences qu'il pourra y avoir au niveau du résultat. C'est une modulation du calcul en fait, tout simplement. Oui, et puis par rapport à ce que disait la personne, effectivement, que ce soit pour la SRT ou la CHAB, on gardait que les surfaces supérieures à 1,80 m. Donc
pour ça, ça change pas, mais pour le reste du calcul des surfaces, effectivement, ça change. Comme le dit Frédéric, c'est vraiment des surfaces différentes qui vont donner des résultats différents. Et puis la modulation, elle est aussi là pour prendre en compte le fait qu'on chauffe un volume qui peut être différent de la surface qu'on avait calculée. Puisque sous 1m80, il y a aussi du volume à chauffer, donc c'est pour ça que c'est pris en compte dans les modulations. Alors, une dernière question, et puis après, on passera à Romain. La RE 2020 encourage-t-elle le chauffage solaire? Dans ces consommations totales, oui, parce que en fait, si vous vous souvenez, donc les consommations totales du bâtiment, c'est les consommations en énergie primaire, d'origine non renouvelable, déduction faite en fait des productions d'origine renouvelable, en bois et en réseau de chaleur. Donc, ces consommations totales se verront intégreront les consommations d'origine photovoltaïque ou solaire, et donc seront intégrées dans ce calcul. Oui, c'est ça. Tout ce qui peut être renouvelable est bon à prendre pour cette ère 2020. Voilà. L'instant peut être utilisé pour le bâtiment lui-même, pour faire simple. En autoconsommation? En autoconsommation, c'est ça. D'accord, très bien. Moins important. Merci beaucoup à tous les trois. Il y aura une deuxième série de questions. Donc, peut-être qu'on reviendra aussi vers vous pour la deuxième série de questions en fin de webinaire. Merci beaucoup. Et du coup, je passe la parole à Romain Marten de Novabit, qui va nous présenter une série de retours d'expérience qui ont pour cadre des bâtiments des Pays de la Loire. Romain, je te laisse la parole. Très bien. Merci Céline. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Très bien. Merci beaucoup de nous associer à ce webinaire, parce qu'effectivement, on essaye à Novabult de voir tout ce qui se fait de manière exemplaire sur le territoire. Alors, ce qu'on appelle exemplaire, c'est les bâtiments pas uniquement exceptionnels, mais les bâtiments qui sont duplicables. Et donc, on essaye de voir ceux qui avancent sur la réglementation avant la réglementation, donc en l'occurrence ceux qui sont entrés dans l'expérimentation E+C-, avec un niveau, là j'ai visé plutôt le E3, puisque on dit que la RE est plutôt de l'ordre du E2, donc là l'idée c'était d'aller encore un peu plus loin. Et puis, donc là, vous voyez sur cette carte ce que j'ai repéré. Il faut savoir que c'est difficile de détecter des bâtiments performants, parce que les indications sont pas toujours données. Donc évidemment, cette carte n'est pas exhaustive. Et nous, on est très preneurs des bâtiments qui se font. Donc n'hésitez pas à nous remonter cette information-là. On sera ravis de pouvoir valoriser le bâtiment d'une manière ou d'une autre. Donc, sachant que rapidement, Novabult, on est un réseau d'acteurs engagés, donc 380 adhérents sur la région des Pays de la Loire, et on vise à mobiliser la filière autour de ces enjeux-là, et notamment la problématique climatique. Je vais commencer par un retour d'expérience qui date de 2014, et déjà il y avait une ambition très forte de la maîtrise d'ouvrage, qui est un collectif d'habitants, et de l'architecte sollicité, qui ont a posteriori mesuré les consommations et se sont rendus compte que la production d'énergie thermique et photovoltaïque solaire permettait d'avoir 4 kWh par mètre carré par an. Donc vous voyez qu'on s'approche du niveau BPOS, donc bilan d'énergie positive, bâtiment énergie positive. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne vais pas vous détailler tous les bénéfices environnementaux qui existent par ailleurs sur tous les bâtiments. Je vous les ai mis là. Il faut savoir que ce document est conçu comme un outil. Donc ensuite, vous pourrez cliquer sur le lien. Ça vous enverra directement vers nos retours d'expérience plus approfondis qu'on fait à Novabult et qu'on appelle C positif, avec des vidéos, des présentations, des interviews qui vous permettront d'approfondir chacun des bâtiments.
Je passe ensuite à cette résidence Ambroise-Allouze à Laval, qui nous a été présentée récemment et avec un retour d'expérience de 5 ans, puisqu'il a été livré en 2016, nous montre que les besoins de chauffage et de CS sont effectivement assez faibles, à 20 € par logement et par mois, ce qui représente donc quasiment 140 € par an, donc c'est vraiment pas grand-chose. Avec un objectif passif à la base, et ça nous donne un niveau RT 2012 moins 50%, que ce soit sur le BBio ou sur le CEP, avec un système de loggia solidarisé et une très bonne perméabilité à l'air parce que c'est du béton. À l'époque, on n'était pas encore dans ces considérations plus c'est moins et de prise en compte des matériaux de construction. Donc on voit quand même que la logique passive paye puisqu'on arrive à des performances particulièrement intéressantes. Les Héliades c'est un bâtiment à Angers, plusieurs bâtiments à Angers, qui a fait l'objet d'une approche plus approfondie en termes de lien avec les usagers, les occupants pendant la conception, une approche sociologique, et donc avec un niveau RT 2012 moins 40% et un lien avec la biodiversité qui a été testé avec le label Biodiversity. Je souligne le fait qu'un pack de services sur 2 ans après la livraison a été contractualisé, ce qui permet derrière de vérifier que les performances calculées en conception sont effectives à la livraison et après la livraison. Je continue avec un autre bâtiment participatif sur la ZAC Maisonneuve à Guérande, donc par la ménagère Latsela, adossé à un bailleur social Harmonie Habitat, mais donc avec un montage à part avec l'enfant de base qui a accompagné ce collectif d'habitants et qui a réussi à avoir un bâtiment assez exemplaire sur beaucoup de points, y compris en termes constructifs, avec pareil un RT 2012 moins 50%, ossature et charpent de bois, et des coûts qui sont assez maîtrisés aussi parce qu'il y a de l'autoconstruction pour les produits, pour la finition. Mais il faut savoir que c'est possible d'arriver à ce type de coût et ce type de performance. Le solaire photovoltaïque n'a pas été installé lors de la construction. En revanche, il a été prévu pour éventuellement louer les toitures à des collectifs comme Coat, par exemple. La tour Trio, le bâtiment de bureau de Trio associé à la tour qui s'appelle Kibori, qu'on voit juste derrière. Donc c'est un bâtiment totalement en bois, c'est un des premiers bâtiments à plusieurs niveaux en bois. Alors étonnamment, il n'a pas eu le niveau C2, c'est toujours difficile de faire beaucoup d'efforts et derrière qui ne sont pas récompensés par les niveaux qu'on pourrait escompter. Cependant, il faut le souligner que c'est une gageure de réussir à faire ces premiers bâtiments et donc il date déjà de 3 ans avec une performance énergétique importante et beaucoup de performance en termes de matériaux aussi. Et puis une certification BREEAM niveau Good. On passe aux Hélios, à Hélios, qui est sur la ZAC des Échats à Beaucouzé, à côté d'Angers, avec une conception qui s'est beaucoup confrontée à cette plus c'est moins, dans une logique de processus de conception intégré, donc avec le lien avec tous les acteurs de la construction. Et donc, il y a plusieurs essais qui ont été faits sur du E4C1, E4C2, E3C2, et ils se sont rendus compte que le 3C1, alors je crois qu'il y a différents niveaux atteints suivant les bâtiments, mais en moyenne, c'est E3C1. Et ils se sont rendus compte que le surcoût du niveau BPOS, donc E4, était de 15%. Donc, ne permettait pas de rentrer dans leur coût. C'est pour ça qu'ils sont restés sur du E3C1, avec des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur à absorption gaz sur sonde géothermique, qui est assez rare. Donc, c'est toujours intéressant de voir que ce type de dispositif existe. Je passe aux balconnières. Alors, avec cette spécificité que, étant auparavant chez Adoc Architecture, c'est moi qui ai fait les calculs. Donc c'est un niveau E3C1 qui s'approche du C2, CC1 moins 30%, avec une forte performance en BBio à moins 75% et puis un CEP RT 2012 moins 70%.
Après, si on enlève le panneau photovoltaïque, on arrive à moins 20% en termes de performance des équipements. Voilà, donc ça c'est à Nantes, à côté de la Beaujoire. La résidence Vivre son âge, ça c'est un bâtiment qui n'a pas été déployé dans le C positif de Novabuild, donc je le connais finalement assez peu. C'est Johan San qui le présente sur son site internet avec un niveau E3C1, donc dans une logique d'habitat senior. Donc je le connais, il n'y a pas beaucoup d'informations parce que j'en ai pas davantage. Donc peut-être qu'on en aura plus dans quelques mois si à un moment donné on peut le présenter dans une revue de projet. La résidence Kenkies, on revient sur la ZAC de Maisonneuve à Guérande avec un niveau E3C1, une conception passive comme l'ATSELA aime à le valoriser dans ses aménagements, avec de l'intégration de la terre crue, donc on est plutôt sur le volet carbone, mais bon, c'est toujours intéressant de le souligner, et surtout un essai sur la ventilation naturelle activée pour limiter le recours à l'électricité pour la ventilation. Une surventilation nocturne pour le confort d'été, qui est toujours bon d'avoir, d'autant plus aujourd'hui avec cette prise en compte améliorée des surchauffes d'été dans la RE 2020. Et puis un projet en lien avec la Ligue de protection des oiseaux sur la biodiversité, qui est un sujet qui monte en parallèle. L'île aux Sopins, donc tour emblématique, j'en ai pas beaucoup plus d'informations que vous. Ça, c'est des choses que j'ai retrouvées sur Internet. J'ai vu que c'était E3C1, donc je me suis permis de l'ajouter dans ce panorama. Donc une tour en bois avec récupération de chaleur fatale, adossé à un réseau de chaleur et un bassin nordique qui est, semble-t-il, émet 40% de CO2 en moins que le bassin classique de piscine. Voilà, donc j'ai fait le tour. Comme je vous le redis, n'hésitez pas à faire remonter vos projets si il y en a qui vous semblent pertinents d'un point de vue énergie, carbone et d'autres points de vue environnementaux. On est preneurs et n'hésitez pas à télécharger cette présentation avec tous les liens vers les différents retours d'expérience qui vous seront qui seront associés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Joseph Dumoulin de la société Aegis pour sa présentation de cette transposition du plus C- vers la RE 2020. À vous Joseph. Oui, merci Céline. Je partage mon écran, vous le voyez bien ? Très bien, vous pouvez mettre en plein écran. On va partir. Alors en effet, j'ai pris des bâtiments qu'on a construits, donc réglementaires RT 2012, et avec des niveaux performants en E+, C-, et je les ai soumis au moteur de calcul RE 2020 énergie. Donc des bâtiments de logement collectif, bien sûr. Mes conditions de calcul, donc je les ai faites avec Pléiade, donc qui est validé pour le module énergie. Je vais vous présenter deux projets qui sont respectivement E3C1 et E2C2. Et les seules modifications que j'ai fait au modèle entre le calcul RT 2012 et le calcul RE 2020, c'est d'ajouter les consommations des parkings et des ascenseurs. Ce que je vais vous dire là... Je vous interromps un tout petit instant parce que nous avons le visuel qui n'est pas en plein écran, mais qui est en mode de lecture pour vous. Donc si vous pouvez passer en mode plein écran, ce serait peut-être... Mince. Parce que là, on voit en fait vos diapositives suivantes et les notes si vous en avez. Je réessaye. Si vous n'arrivez pas, on va... Ouais, c'est mieux. Désolé. Merci de m'avoir prévenu. Hop, donc c'est ça. Je disais, donc ces deux cas particuliers, j'ai pas la prétention de dire que c'est une règle générale de ce qui nous attend en RE 2020. Alors, premier projet situé à Caen. Donc voilà un bâtiment de 4-5 étages. Donc zone géographique H1A. Je suis désolé, c'est pas celle de Nantes ou des Pays de Loire. C'est des logements collectifs, on a 80 logements. On voit là qu'on a la différence de surface entre la surface habitable, qui est d'environ 5000 m2, alors qu'on était à quasiment 6000 m2 en SRT. Très important, on est chauffé au gaz avec des chaudières individuelles.
On a des bonnes isolations avec du 16 cm de laine de bois. On a de la production ENR avec une belle surface de panneaux photovoltaïques. 3 ascenseurs et enfin un parking avec 48 places intérieures, ce qui est relativement faible par rapport au nombre de logements et qui est ventilé naturellement, ce sera important ensuite. Tout d'abord le B-Bio. Donc à gauche, le B-Bio calculé en RT 2012. On est à 46 points sur 72 et en RE 2020, on arrive à 62 points sur 71,7. Donc on était à un B-Bio moins 35, on arrive à un B-Bio moins 13. On est encore réglementaire, mais malgré le fait que ce soit un bon bâtiment, on a réduit notre marge. Cette réduction de marge, elle est due à quoi? Alors si on regarde la décomposition du B-Bio en dessous, on voit que le besoin froid n'est pas très important, notamment à cause du fait que ce soit dans une de nos zones du nord-ouest. Et c'est l'augmentation proportionnelle, on va dire, des besoins en éclairage et en chauffage qui vont être responsables de cette augmentation des points de B-Bio. Ensuite, j'ai comparé les CEP en RT 2012 et en RE 2020. Donc à gauche, le CEP de la RT, avec les différents postes de consommation. Et on voit notamment la production photovoltaïque qui nous fait gagner beaucoup de points. Et à droite, le CEP non renouvelable qui, pour ce projet, est égal au CEP, parce qu'on est chauffé au gaz, ECS au gaz, et le reste c'est de l'électricité. À noter que l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques est intégrée, mais elle est masquée ici dans ces résultats. On n'a pas le détail de où est-ce qu'elle vient soustraire des kilowattheures. Et enfin, on voit la petite bande en haut du CEP-RE, dû au déplacement, donc parking et ascenseur. Ici les chiffres. Donc CEP, on était très performant, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques. On arrivait à un CEP moins 62% en RT 2012, ce qui correspondait en bilan BPOS à un niveau E3, donc légèrement en dessous du niveau E3. Et donc en CEP, en CEP RE 2020, pardon, on arrive à CEP moins 33% et le CEP non renouvelable qui va être ici le plus critique, moins 19,7%. Donc voilà. Il n'y a pas de problème au niveau du CEP pour ce bâtiment, qui était déjà très performant pour l'énergie avant. Je vais m'arrêter sur les consommations des déplacements, puisque c'est ça qui est nouveau. Tout d'abord, à gauche, les ascenseurs. Si on laisse le mode de veille par défaut, pour ce bâtiment, on atteint les 2,5 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et alors j'ai essayé de retirer les consommations de veille pour voir la part de veille, la part de mobilité de l'ascenseur. Et donc on tombe en dessous du kilowattheure par an. Et je suis en train encore de discuter notamment avec Otis pour savoir comment rentrer des scénarios de veille réalistes, donc, et savoir où est-ce qu'on va se positionner entre ces deux valeurs par défaut et utopiste. L'éclairage et la ventilation du parking. Donc tout d'abord à gauche, c'est la consommation de l'éclairage si on le laisse par défaut. On voit qu'on monte à plus de 11 kWh d'énergie primaire par mètre carré, ce qui est assez important pour un bâtiment. Mais si on vient détailler l'éclairage, donc pas seulement les puissances installées, mais surtout les scénarios d'allumage, on peut descendre très très bas parce que dans le scénario par défaut, l'éclairage est allumé complètement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la partie ventilation, enfin, à droite. Donc la ventilation mécanique, elle peut consommer jusqu'à 6-7 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Et ici, dans notre bâtiment, comme on est en ventilation naturelle, on a une consommation qui est nulle. Enfin, un petit point sur l'indicateur IC énergie de ce bâtiment. Donc je vous rappelle qu'on est chauffé et l'eau chaude est au gaz.
donc tout au gaz. Comme annoncé avec le premier seuil de 2022 à 2024, on est bon. Mais par contre, à partir de 2025, on est à plus de 60%. On dépasse l'IC énergie max de plus de 60%. Donc en effet, le gaz individuel, même dans un bâtiment plutôt performant, sera impossible à partir de 2025. Un deuxième projet qui lui est situé à Orléans. Je suis désolé, au début quand je l'ai sélectionné, je l'ai sélectionné pour être dans notre zone, mais le découpage géographique, en fait, il est en zone H1B. Je m'en excuse. Donc le voici, c'est 3 bâtiments de tailles différentes, de 1000 à 6500 mètres carrés. Donc ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'on est sur un chauffage issu du réseau de chaleur urbain de la ville, avec 80% d'énergie d'origine renouvelable et un contenu CO2 relativement faible à 0,05 kg de CO2 équivalent par kilowattheure d'énergie finale, et une production ECS qui est assurée par des ballons électriques et thermodynamiques. On a un mix. Là aussi, une isolation plutôt importante de 16 cm, pas de production NR, 6 ascenseurs répartis sur le bâtiment, et un parking plus important, mais toujours ventilé naturellement. Et oui, j'ai oublié de le rappeler, ces bâtiments sont E2, C2. Alors, au niveau du B-Bio, donc on avait déjà des différences entre les 3 bâtiments qui pourtant ont les mêmes modes constructifs. Mais on le voit en haut à droite que le bâtiment B, qui est au milieu, manque de compacité et d'ouverture au sud. Donc c'est pour ça son besoin bioclimatique est plus important. Et il ne passe plus en RE 2020 alors que les autres passent encore. La réduction, l'augmentation induite par le calcul RE 2020 lui est fatale. Là encore, si on regarde la décomposition, donc c'est pour le bâtiment C ici qui est toujours réglementaire, le besoin en climatisation n'est pas le principal facteur d'augmentation du B-Bio. Ici, les CEP. Donc, j'ai bien séparé les CEP le CEP RE du CEP NR RE, parce qu'on a de l'énergie d'origine renouvelable par le réseau de chaleur urbain. On voit que c'est le chauffage justement qui est fortement réduit en CEP NR. On a des résultats qui peuvent être surprenants. L'augmentation du CEP par rapport du CEP, oui, ça entre RE et RT est relativement faible. On a même une diminution des consommations de CS par mètre carré. Donc c'est assez surprenant. Ça peut s'expliquer en partie par le changement de coefficient de conversion d'énergie primaire. Mais on aurait pu penser que le changement de surface serait plus impactant. Donc voilà pour ces résultats. Donc pareil, c'est un des bâtiments. Donc ici, si on regarde les chiffres, on avait des bâtiments qui étaient donc tous réglementaires en CEP, tous niveau E2, voire mieux, le B ici était presque E3. Et là encore, on a un de nos bâtiments qui, comme il était limite en RT, ne passe plus en RE 2020 au niveau du CEP. On a moins de problèmes en CEPNR grâce au réseau de chaleur urbain. Et enfin, le lycée énergie. Donc ici, comme on a un contenu CO2 qui est très faible sur le réseau de chaleur urbain et des ballons thermodynamiques, on arrive à avoir très peu d'émissions. On passera les seuils jusqu'en 2024. J'ai pas mis le détail pour la période 2025-2028. Et après 2028, on passe encore les seuils facilement grâce à ce genre de source d'énergie. En conclusion, donc sur les projets qu'on a testés comme ça, il y en a d'autres que j'ai pas le temps de vous montrer ici.
On a une augmentation du rapport Bbio sur Bbiomax de 10 à 22%, qui est due au changement de surface de référence, au changement de scénario météo, à l'ajout systématique du besoin froid comme on vous en a parlé plus tôt. De même, une augmentation du CEP sur CEP max, ici plus variable de 2 à 30%, avec des explications qui viennent pareil de la surface de référence, des scénarios, mais aussi ici de l'export photovoltaïque qui va être très important, enfin en tout cas qui amène une différence très importante. Et enfin, je vous rappelle qu'il faut faire attention à la saisie des parkings et des ascenseurs qui sont nouveaux. Ça peut vite vous amener des 10-15 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an qui pourraient être fatales sur vos projets. Donc voilà pour mon petit retour d'expérience sur les calculs RE 2020. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Juste un message pour l'ensemble des participants. Sur votre présentation, lorsqu'elle est diffusée en plein écran, il y a un rectangle gris sur la partie gauche qui masque un peu une partie de votre diaporama. Je rassure tout le monde, le support que Joseph Dumoulin m'a fourni et qui est d'ores et déjà sur le site internet de l'Adréal, ce masque n'apparaît pas. Donc vous aurez bien la présentation dans son intégralité avec tous les éléments qui sont sur la partie droite ou gauche, tout dépend comment on se situe, mais enfin non, c'est plutôt droite d'ailleurs. Donc Joseph, il faudra juste que vous... Voilà. C'est ça le masque? Ouais, c'était ça. Ah d'accord, c'est vos caméras. D'accord. Je suis désolé, je pensais pas qu'ils apparaîtraient. Voilà, donc en tous les cas, vous n'aurez pas cette difficulté sur le support. Et je précise également que les supports et la réécoute seront mis à disposition sur le site internet de l'Adréal d'ici ce soir ou demain matin, et que vous recevrez, vous et toutes les personnes inscrites à ce webinaire, un lien qui vous mènera directement vers ces supports et vers cette réécoute. La réécoute sera disponible environ un mois après la date d'aujourd'hui. Juste un petit message d'un participant qui trouve intéressant les comparatifs, mais vous interrogez sur la maison individuelle. Est-ce que vous auriez des éléments sur la maison individuelle à partager? Non, je suis désolé, comme nous on fait très 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 peu de maisons individuelles, j'ai pas d'exemple là-dessus. Et en fait, voilà, j'ai une deuxième intervention sur dans le même sens. Dommage que cette analyse n'ait pas été faite sur une maison de type constructeur. Oui, mais voilà, Joseph Dumoulin a fait effectivement avec les bâtiments de la société Aegis. Juste, pardon Céline, ouais, si on peut préciser, donc en ce moment il y a l'ADEME qui finance des simulations aussi commandées à l'AICVF, là, qui est l'association des bureaux d'études et climaticiens. Et donc il y aura des simulations disponibles en octobre ou novembre, je pense, sur tout type de bâtiments, de maisons individuelles, bureaux, logements collectifs, petits ou grands, pour aider aussi à comprendre les sensibilités entre RT 2012 et RE 2020 et les différentes configurations de bâtiments. Donc ça sera sur le site de l'AICVF. Et l'ADEME prévoit aussi une plaquette maison individuelle et RE 2020 pour les particuliers, pour les aider à s'y retrouver dans la RE 2020 et à comprendre un peu, quand on est particulier, ce qu'on a à faire et ce qu'il y a dans la RE 2020. Merci. Frédéric, tu voulais ajouter un mot? Un mot, pas là-dessus, non, mais j'avais une question concernant les ascenseurs, en fait. J'ai vu dans le tableau récapitulatif que, en fait, il y avait un nombre d'ascenseurs, donc il y avait 1 plus 1 plus 4, donc, parce qu'il y a 3 bâtiments. Oui, c'est ça. Mais je voulais savoir si en termes de saisie, à partir du moment où on renseignait le nombre d'ascenseurs, il y avait une valeur de consommation forfaitaire qui était prise dans le calcul? Non. Alors, qu'est-ce que vous appelez une valeur forfaitaire? Il faut renseigner À partir du moment où on dit que, par exemple, dans le bâtiment A, il y a un ascenseur, oui. Comment le logiciel, en fait, intègre les consommations en kilowattheure?
Alors, il faut rentrer la zone qui est desservie par l'ascenseur, Oui. le nombre d'étages desservis, la course de l'ascenseur. On a aussi la charge utile, la vitesse, le type d'ascenseur, si c'est avec réduction, sans réduction, ou encore d'autres types de moteurs. Donc à partir de tout ça, ils vont calculer la consommation nécessaire au mouvement de l'ascenseur. Et ensuite, on a la partie consommation de veille de l'ascenseur, qui peuvent être soit par défaut, donc pour l'instant c'est ce que j'ai laissé dans mes calculs à défaut d'avoir des meilleures données, ou alors on peut rentrer les consommations de veille avec des décréments au bout d'un certain temps. D'accord. Merci. 2 questions. Comment vont être contrôlés les scénarios de saisie du bureau d'études, par exemple celle que vous avez annoncée sur l'éclairage, en fin de chantier? Est-ce que c'est par attestation? Est-ce que c'est... Donc là, la question est plutôt pour le CEREMA. Ouais, je me permets de répondre. En fait, c'est les textes sur les attestations, comme vous l'a dit Frédéric, sont encore attendus, mais donc on n'a pas encore cette réponse, mais a priori, ce serait le même type de contrôle que celui qui a été fait pour la RT 2012 à l'achèvement des travaux. Donc une personne qualifiée, qui peut être un bureau de contrôle, un architecte, un diagnostiqueur selon les catégories de bâtiments, qui viendra voir votre étude et ses hypothèses pour faire l'attestation à l'achèvement. Et puis, il faut rappeler que toute opération peut être tirée au sort pour faire l'objet d'un contrôle des règles de construction par l'État. Donc, c'est aussi un dispositif qui est amené à vérifier les études, la saisie des études thermiques et bientôt environnementales. Merci Louis. Est-ce que ce calcul avec Pléiade peut être fait avec n'importe quel matériau, par exemple un matériau biosourcé dans l'isolation? Oui, il y a des bibliothèques de matériaux dans Pléiade, et donc ici, on peut très bien avoir des parois en matériaux biosourcés, ça pose aucun souci. Oui. Alors, 2 autres questions. Des études de sensibilité sur d'autres zones climatiques, type H2D, H2B ou H3, ont-elles été menées? L'impact du besoin de froid devrait y être plus marqué. Alors en tout cas pas par nous. Je fais partie des GIS bâtiments centre-ouest, donc c'est vrai que le confort d'été n'est pas ce qui va nous préoccuper le plus ici. Oui, après pour compléter, pour l'élaboration des textes réglementaires, ce genre de simulation avait déjà été faite et effectivement, je donne dans les zones qu'on a citées tout à l'heure. H3 et H2D, on voit des besoins de froid beaucoup plus importants, qui sont plus à négliger pour passer le BBO, effectivement. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine avec toi, Louis. Oui, pour du teasing, on en parlera sur le confort d'été volontiers la semaine prochaine. On approfondira les questions confort d'été. On voit que c'est la fin, là, du coup, il y a plein de questions qui arrivent. Quel calcul est exigé au dépôt du permis de construire? Joker, faut attendre la sortie des textes. On refera. Voilà. Quand on vous a dit qu'on allait refaire des séries de webinaires tout au long de l'année 2022, c'est aussi un peu pour répondre à toutes ces questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse encore au 16 septembre. Pouvez-vous repréciser comment est pris en compte l'export d'électricité photovoltaïque? Quelle évolution par rapport à la RT 2012? Merci. Il est plus pris en compte. Encore, en fait, quand vous installez, faut dissocier la situation réelle de votre logement. Si on va parler de logement, là, ce sera plus simple. C'est-à-dire s'il est raccordé au réseau, s'il est autonome, s'il est prévu en autoconsommation, ça c'est pas le problème du logiciel. Le logiciel lui va faire un calcul virtuel et regarder par rapport à votre production, votre puissance installée. Et puis la consommation horaire des occupants,
à quel taux d'autoconsommation on aurait virtuellement pour ce bâtiment-là, même si en fait, en vrai, il vend son électricité. Donc, il y a un taux d'autoconsommation qui est calculé et qui n'est, du coup, tout ce qui est autoconsommé n'est pas comptabilisé dans le CEP ni dans le CEP non renouvelable parce que c'est une énergie non importée. Mais on n'a plus d'histoire de déduction. On va regarder juste cette autoconsommation-là. Alors là, j'ai une question. J'ai une question qui est très large et que peut-être on répondra aussi là aussi plus largement le 30 septembre sur les matériaux biosourcés. Sont-ils valorisés dans la RE 2020 ? Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez dire quelque chose ou... Alors, oui, les matériaux biosourcés sont pris en compte et sont valorisés dans la RE 2020. Après, il reste encore, on va dire, du travail pour les valoriser peut-être à leur bon niveau. Et pour ça, il y a des petits logiciels, des configurateurs qui sont en train d'être développés par une association notamment, Caribati, qui vont permettre de mieux les prendre en compte encore à l'avenir. Voilà, mais on en parlera le 30, effectivement. Une autre question, le calcul sur le volet carbone est-il exigible réglementairement ? À quelle étape de la construction ? PC, début de chantier, l'acte ? Bien essayé, Laurent, mais pour attendre la parution des textes, effectivement. Alors, ce sera dans le texte sur les attestations. Voilà. Il y a peu de chances qu'on demande un calcul de ce type-là au dépôt. Oui. De toute façon, les pouvoirs publics sont aussi conscients de ce qu'on est capable de faire comme ACV en début de chantier, en début de projet. Pardon. Voilà. Donc, et puis, il y a encore des discussions. En plus, si on vous disait quelque chose aujourd'hui, ça serait pas forcément vrai demain. Donc voilà. Et c'est pour ça, il y a une remarque un participant qui me reprend, qui me dit 2021, vous voulez dire 2021, vous voulez dire car en 2022 ce sera un peu tard. J'ai bien dit 2022 parce que on va encore avoir des textes qui vont paraître dans les mois à venir. Pour le bâtiment tertiaire, l'entrée en vigueur c'est juillet 2022. Voilà, donc on va continuer en 2021 et en 2022 à revenir vers vous. Et sauf si vous avez d'autres commentaires, messieurs, je pense qu'on va s'en tenir là et être raccord avec notre horaire initialement prévu. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Il y a eu aujourd'hui jusqu'à 112 personnes de connectées ce matin. Donc voilà, ça montre effectivement tout l'intérêt que vous portez aux informations qui ont été proposées. Et puis, vous allez recevoir d'ici ce soir ou demain matin un courriel avec le lien d'accès au support. Et puis, vous aurez 2-3 questions, celles qui vous avaient été annoncées par Madame Bonneville, sur effectivement les formats, les sujets que vous souhaiteriez que l'on traite plus largement dans les webinaires à venir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous répondre. Et puis, la semaine prochaine, on essaiera peut-être de le faire en ligne, en direct. Merci à tous, merci à Frédéric, à Romain, à Joseph, et puis merci à Louis et à Didier pour leur rapport en réponse aux questions. Et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.